anti-corrida. Ils ont tenté d'empêcher la tenue d'un spectacle taurin. En vain, 250 gendarmes les attendaient. Bilan, une dizaine d'interpellations. Il a gagné les 100 km de Millau, mais on a réussi à le rattraper. Hervé Seyss, chercheur au CNRS et coureur à pied, est avec nous ce soir. Il est notre invité. Et puis on reviendra sur le sacre de Xavier Macaire, devenu hier le premier skipper méditerranéen, champion de France de course au large en solitaire. Des centaines de manifestants qui bloquent les accès au village, 250 gendarmes mobilisés et des aficionados sous pression. Rodilhan a une fois de plus été le théâtre de l'opposition entre pro et anti-corrida ce dimanche à l'occasion de la tenue d'un spectacle taurin. Sur place, Karina Lazé, Sylvie Bonnet. À toutes les entrées de la ville, des points de contrôle surveillés par les gendarmes. Plus de 200 militaires ont été déployés pour éviter les affrontements entre militants anti-corrida et aficionados venus assister à un festival taurin. Pièce d'identité ainsi que l'attestation ou soit votre carte grise qui mentionne l'adresse. On nous avertit, on le sait. Bon, ben qu'est-ce que vous voulez, on se plie aux règles et puis c'est tout. C'est mieux comme ça que d'avoir des problèmes d'un côté comme de l'autre. Seuls les habitants ont le droit de rentrer en voiture. Pour tous les autres, c'est à pied, après une fouille minutieuse. Les anti-corridas, entre 300 et 500 selon les estimations, se déplacent par petits groupes et essaient de déjouer les barrages. Près des arènes, des barrières ont été dressées. Les manifestants font le plus de bruit possible pour perturber les partisans de la tauromachie. Et quand ils en croisent dans les rues, les insultes fusent. Mais casse-toi, bordel! C'est une horreur! Face à l'agressivité des anti-corridas, les forces de l'ordre ont dû intervenir plusieurs fois. Pour certains aficionados, la matinée a tourné au cauchemar. Ils n'ont jamais pu rejoindre les arènes. Ça va, on arrête parce que depuis ce matin, ça fait 2 heures qu'on essaye de rentrer. Tous les gros mots possibles. Bon, ben, je ne sais pas s'ils ont gagné, mais déjà, pour Rodilhan, c'est pas bien. Du côté des habitants de Rodilhan, ni pro ni anti-corrida, l'humeur balance entre lassitude et exaspération. Moi, je suis pour rien. Et c'est vrai qu'on se retrouve bloqué, c'est pas la première fois. On ne risquera pas, je pense, d'aimer de plus en plus les personnes qui sont anti-corrida, de par malheureusement les manifestations et surtout les complications qu'ils génèrent. 8 militants du CRAC, le comité radicalement anti-corrida, ont été interpellés au cours de la journée. Le festival taurin, lui, s'est tenu comme prévu, malgré la tension. Et selon nos informations, les anti-corridas empêcheraient actuellement les spectateurs de sortir des arènes de Rodilhan. Sur place, la situation semble très tendue. Elle avait été reportée pour cause d'intempéries en septembre, mais cette fois-ci, l'Antigone des associations à Montpellier a pu avoir lieu. 100 000 personnes ont déambulé parmi 1 millier de stands. C'était l'occasion pour le maire de dénoncer certains abus dans l'utilisation des locaux municipaux loués à certaines associations, transformés en salles de jeu ou buvettes clandestines ou encore en salles de prière. Écoutez Philippe Sorel. Non, je ne suis pas vraiment en colère, mais je constate que nous avons beaucoup de travail pour remettre la machine associative sur des rails, je dirais, logiques et légaux surtout, parce que là, il y a quelques illégalités qu'il faut corriger. Il y a beaucoup de serrures qui ont été changées et le double des clés n'a pas été remis à la ville, ce qui est illégal, parce qu'il s'agit là de ma responsabilité pénale. Connaissant cela depuis longtemps, j'ai fait faire un audit, parce que je sais comment ça fonctionne. S'il y a un pépin qui arrive dans une asso, dans un local, c'est moi qui suis en première ligne, hein, donc je n'ai pas envie de cela. Ainsi, j'ai proposé à ce que cet audit soit réalisé et un nombre assez important d'associations ne sont pas dans le droit fil du règlement. Voilà, et notre site internet languedoc-roussillon.france3.fr revient largement sur cette affaire. Le drive, vous connaissez, c'est un mode de vente qui n'est plus le seul apanage des supermarchés. Les exploitants agricoles s'y mettent aussi. Et dans le Gard, l'expérience est menée par le réseau Bienvenue à la ferme et ça démarre très fort. Mode d'emploi, Pascaline Ariza, Daniel de Barros.
une courge de Nice. Les agriculteurs gardois du réseau Bienvenue à la ferme se mettent à la page internet en créant le drive fermier gardois. En une semaine, 650 clients potentiels se sont déjà inscrits en ligne. Le principe est simple comme un clic. Ici, on a tous les produits, donc les fruits, les légumes, les produits laitiers. Et donc le client peut composer son panier en ligne. On a à peu près 350 références. C'est ensuite dans ce local de la Chambre d'agriculture de Nîmes ou d'Alès que les producteurs déposent leurs cagettes de légumes commandées et payées sur le net. On a 23 producteurs dans la démarche du drive fermier et 8 artisans. Et ils viennent au jour le jour suivant les commandes qu'ils ont reçues. Les produits frais sont amenés au jour le jour, les produits secs, on a un petit stock dans les locaux. Côté producteur, cela met du beurre dans les épinards, comme pour Jérémy, qui offre à la vente des truites de sa pisciculture. La période d'hiver, c'est hors saison, alors ça devient un peu plus calme quoi, sur la pisciculture. Quoi. Alors ça permettra de me faire connaître en même temps. Aurélie, vigneronne, est venue déposer une commande de jus de fruits bio. Notre objectif, c'est d'augmenter notre fichier client, bien sûr, et après de sensibiliser, toujours pareil, les personnes à la production locale, à l'agriculture biologique. Voilà. Aujourd'hui, 73 paniers auront été vendus à Nîmes. C'est le double de vendredi dernier. L'avenir du drive fermier gardois est plus que prometteur. Et comme tous les dimanches, Denis Clerc nous a rejoint. Bonsoir Denis. Bonsoir. On va parler handball puisque le match de Ligue des Champions entre Montpellier et les Danois de Kolding vient de se terminer, Denis. Oui, et ça ne fait que commencer pour la Ligue des Champions pour Montpellier. C'est déjà le match à ne pas rater pour le MHB. Et l'équipe de Kolding, dernier ex-aequo de leur groupe, tous les deux. Pour espérer se qualifier, le Montpellier handball en bleu devait absolument gagner avec un gros écart contre cette équipe danoise coriace et habituée à la Ligue des Champions. Score à la mi-temps 14 partout grâce au bras de Borut Makovček, l'arrière de MHB, numéro 51, auteur de 6 buts avant la pause. Le Slovène, 2,03 m pour 100 kg, a aussi pesé par la suite 9 buts en tout. Du bon travail terminé par la star de l'équipe, Michael Guigou, l'ailier de Montpellier, on va le voir, numéro 14, qu'on annonce sur le départ en fin de saison. Victoire du MHB, donc 30-25, la première victoire de l'année en Ligue des Champions et face à un concurrent direct. Mission accomplie donc pour la troupe de Canaillé. En basket, la saison commence mal pour les Latoises, battues hier soir en première journée de championnat par des promus, l'équipe de Nice. Vous y étiez, Denis. Il faut dire que les joueuses du BLMA étaient absentes ou blessées pour beaucoup d'entre elles. Regardez. Normalement, en basket féminin, la hiérarchie est bien respectée. Pourtant, hier, ce sont bien les Niçoises en noir promues à ce niveau qui ont battu Latte, favorite du championnat. Il y a des raisons. L'effectif n'est pas complet, donc c'est vrai que la préparation était compliquée, le début de saison est compliqué. Après, c'est qu'un match, on ira gagner ailleurs et la saison elle est encore longue. Au début, le scénario semblait plutôt bien ficelé. La numéro 26, Noémie Allemagne, était impériale côté latoise. L'internationale néerlandaise scorait dans toutes les positions, 24 points hier. Elle pouvait aussi distribuer, comme ici pour ce panier à 3 points de Gaëlle Oskrela. Les Héroltaises menaient de 12 points, c'était parfait. Ok, allez on continue comme ça, même état d'esprit, encore on lâche pas les 1, 2, 3, allez. Seulement les gazelles de Demory ne pouvaient tenir ce rythme toute la partie face aux Niçoises débordantes d'énergie avec leur américaine Courtney Hurt, maillot 44. Latte ne joue actuellement qu'avec 6 professionnels valides dans l'effectif et les étrangères Misty Bass et Gina Owen ne sont pas encore arrivées au club. L'entraîneur Valérie Demory ne peut réaliser aucune rotation en match. Voilà le résultat. On sent bien que physiquement c'est dur pour les filles. Elles essayent, elles donnent, mais il nous manque de filles, quoi. Il n'y a pas à chier. On est obligé de s'entraîner à 50% pour pas casser le reste de joueuses qu'on a. Ça fait qu'on n'est pas dans le rythme. Bref, résultat logique, Latte a perdu son premier match de championnat 73-68. C'est un match qu'on va se traîner comme un boulet jusqu'à la fin de la saison, mais voilà, pour le gommer, il faudra aller gagner ailleurs chez un gros. Premier match raté, certes, mais il en reste quand même 25 pour rectifier le tir.
Latte est évidemment dernier de son championnat. En football, ce n'est guère mieux pour Montpellier. 18e ex-aequo après sa défaite inquiétante à Lille vendredi. Les hommes de Courbis, on va voir le classement. Les hommes de Courbis sont déjà à 4 points de Toulouse, premier non relégable, et de Marseille qui joue ce soir au PSG. Heureusement que les footballeuses de Montpellier assurent en division 1. Après 5 journées, elles restent deuxième derrière Lyon après leur victoire 2-0 à La Roche. Tout l'inverse des Nîmoises, de nouveau étriées au PSG 8-0 cet après-midi. 5e défaite de suite en 5 matchs pour les promues gardoises. C'est terrible. Et pour Pierre Lecor, en revanche, le championnat de France s'est terminé et il l'a remporté. C'est même le doublé pour Pierre Lecor, le triathlète montpelliérain, a conservé son titre de champion de France de triathlon sur la distance olympique, soit 1,5 km de natation, 36 km de vélo et pour finir 10 km de course à pied. L'épreuve se disputait hier après-midi à Nice avant l'épisode météo tragique. Avec cette victoire, Pierre Lecor sauve sa saison et peut toujours croire à une qualification pour les JO de Rio l'an prochain. Pierre Lecor, on va le voir avec son maillot bleu. Autre triathlète de Montpellier de niveau international mais sur des distances beaucoup plus longues, il s'agit de Bertrand Billard, un copain d'entraînement d'ailleurs de Pierre Lecor. Bertrand Billard, l'un des triathlètes les plus endurants du monde. Portrait sur des images toujours superbes de Benoît de Tuny. Natation, course à pied et surtout vélo, les 3 sports du triathlon. Et voici le terrain d'entraînement de l'un des meilleurs spécialistes au monde, Bertrand Billard. Jour après jour, il brûle les calories au pied du pic Saint-Loup près de Montpellier. Le double champion du monde longue distance prépare l'Ironman d'Hawaï pour octobre 2016. Une idée fixe. Je pense à fond Ironman, je pense à fond mon projet d'Hawaï. Hawaï, c'est la course mythique, c'est là-bas que le triathlon Ironman est né. L'Ironman, l'homme de fer en anglais, une épreuve où il faut enchaîner 4 km en natation, 180 km à vélo, puis un marathon. Je me dis que j'ai loupé tous mes objectifs cette année. Bertrand Billard en sourit aujourd'hui, mais il avait déjà coché Hawaï à son calendrier dès cette année. Objectif brisé par un accident. Une chute à vélo, une bonne chute même, où un scooter m'a coupé la route. Donc voilà, j'ai fait un soleil par au-dessus du scooter pour atterrir dans une voiture. Ça m'a une côte cassée et la clavicule aussi. Ça a été un peu long. Ouais. Donc 3 mois quasiment à rien faire. Ça a été un petit peu compliqué pour revenir au meilleur niveau. Mais là, je pense y être arrivé. Le Montpelliérain a aussi raté les championnats du monde. Après Belfort en 2013 et Weihai en Chine en 2014, il n'a pu remporter une 3e médaille d'or consécutive aux mondiaux. Pas grave, depuis l'accident, il a repris le vélo à très haute dose. Des fois, on est un peu comme des cyclistes pros quand on fait des longues distances, quand on fait des gros entraînements vélo. Des fois, c'est 20 heures par semaine. Je suis déjà monté jusqu'à 35 heures dans la semaine sur ce vélo. Je ne vous raconte pas l'état de mon entrejambe. Sauf que derrière, il faut aussi courir et nager. S'entraîner jusqu'à 35 heures par semaine, cela paraît fou. Mais avec son gros moteur, la forme est vite revenue. Fin août, l'Héraultais a terminé 2e de l'Ironman de Vichy, avec une bonne perf à la clé. Ce grand gaillard d'1,93 m a couru son marathon en moins de 3 heures. Ceci après avoir nagé 4 km et pédalé 180. Il y a un plaisir immense à l'arrivée. On a vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire en fait. Et c'est un peu quelque chose d'extraordinaire aussi, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'émotions pendant la course. On essaye de repousser ses limites, on a la famille qui nous soutient, on pense à eux. On se dit qu'il faut pas, ils n'ont pas fait le déplacement pour rien. Donc en fait, ouais, c'est un ensemble de choses et au final, c'est un peu une explosion d'émotions, comme je dis. Son Graal serait de devenir un jour le premier Français à remporter Hawaï. Bertrand Billard a encore du temps devant lui. À 27 ans, notre champion du monde reste l'un des plus jeunes du peloton. Alors l'endurance, lui, il connaît ça. C'est notre invité ce soir, Denis. Le coureur et chercheur montpelliérain Hervé Seyss qui a gagné la semaine dernière les 100 km de Millau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Hervé. Comment ça va d'abord parce que vous avez couru les 100 km de Millau la semaine dernière?
Oui, c'était il y a 8 jours, c'était samedi. Écoutez, relativement bien. Bon, déjà, j'ai pas fait du tout d'activité physique cette semaine, et puis je dois dire que le massage après la course aide beaucoup pour la récupération. Voilà, alors vous avez enfin gagné cette course mythique, les 100 km de Millau, parce que vous couriez après depuis quelques années. On va voir les images. C'est vraiment le Graal pour vous. Oui, exactement. C'est vrai que j'avais fait 10e à ma première participation il y a 5 ans, ensuite 5e, 3e, 2e, et là, il était temps que je passe à autre chose, et je suis content effectivement d'avoir remporté la course. Alors oui, on voit les images ici. C'est vrai que d'ailleurs, ça me permet de remercier au passage mes accompagnateurs à vélo, parce que on les aperçoit un peu. Là, je suis en train de dépasser Michael Bosch, qui est un énorme champion. Je suis très flatté de l'avoir battu. Des accompagnateurs à vélo qui nous permettent de nous alimenter de façon régulière pendant la course et de ne pas dépendre uniquement des tables de ravitaillement fournies par l'organisation. Vous avez un petit côté Forrest Gump là, non, vous trouvez pas? Oui, un petit peu. Alors déjà, moi je déteste me voir à la télé parce que j'aime pas du tout ma foulée, elle est très rasante, très économique, c'est très pratique, mais alors c'est pas beau à voir. Moi j'aime pas me voir à la télé. Enfin, c'est pas beau à voir, il fait quand même 7h26, c'est ça pour les 100 km, ça, oui. 13,5 km/h. À peu près, voilà. Ça parle ça aux coureurs à pied, sur 100 km, sur une course aussi difficile? Oui, c'est vrai que la grande particularité de Millau, c'est tout le dénivelé qu'il y a, et surtout le dénivelé se trouve en deuxième moitié de la course. Donc vraiment, et c'est ce qui m'a beaucoup aidé cette année, il faut faire preuve de beaucoup de sens tactique, partir lentement, parce que surtout il ne faut pas s'enflammer, il faut passer le marathon en étant juste chaud mais pas fatigué, de façon à être vraiment en mesure de fournir son effort sur la deuxième boucle. Alors vous parliez de vos accompagnateurs, ils ont aussi filmé à l'intérieur. C'est vrai que sans eux vous ne pouvez pas gagner. Ce serait beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup de coureurs qui font la course sans accompagnateur, mais c'est vraiment admirable. Moi je dois dire que grâce à eux, donc je me sens, voilà, là c'est les images filmées par mon pote Jean-Christophe qui me suivait à vélo, je me sens épaulé, et rien que pour l'aspect mental, sentir toujours une présence rassurante à ses côtés. En plus, dès qu'on veut quoi que ce soit à manger, à boire, ils sont là pour le donner. En plus, je suis un peu maniaque, j'aime bien avoir ma musique dans l'ordre que je veux pendant la course, et eux ils connaissent mes goûts, ils savent jouer ma musique au bon moment. C'est vrai que c'est une aide, oui. Vous êtes aussi chercheur au CNRS en biologie moléculaire, métier, oui. Rien à voir, c'est aux antipodes de la course à pied. C'est votre bouffée d'oxygène, la course à pied? Un petit peu, en fait il y a quand même un petit quelque chose à voir, c'est un peu la persévérance, l'envie d'aller au fond des choses, et c'est vrai que dans mon métier, dans la recherche, il faut vraiment avoir le souci du détail et toujours remettre en doute les résultats qu'on a eus ou que d'autres ont pu obtenir. Et c'est vrai que c'est vraiment un travail qui exige beaucoup de patience et beaucoup d'abnégation. Finalement, l'entraînement pour le 100 km, c'est un petit peu la même chose. Pas si loin que ça, finalement. Voilà. Et cette année, finalement, vous avez gagné parce que vous êtes moins entraîné? Eh bien oui, c'est vrai que cette année, c'est grâce au conseil de mes coachs Jean-François Banque et Sylvie Fourdrinier. Ils me disaient, voilà, les années précédentes, tu as fait 2e, c'est pas mal. Il y a mieux. Et c'est vrai que les années précédentes, j'arrivais un petit peu fatigué sur la course. Cette année, ils m'ont conseillé de diminuer un peu la dose d'entraînement. J'avais un peu peur. Je me suis dit, j'essaye. Après tout, qu'est-ce que je risque? Au pire, je rate la course cette année. J'adore Millau, j'y suis chaque année. Donc au pire, je me rattraperai les années suivantes. Et effectivement, ça s'est beaucoup mieux passé cette année. J'ai été en mesure de tenir mon allure jusqu'à la fin de la course. Donc grâce à eux, j'ai pu mettre en œuvre la tactique que j'avais imaginée. Sinon, d'habitude, j'avais plus les moyens physiques en fin de course de la mettre en œuvre. Donc c'est vraiment là, je leur dois énormément, oui. Bon, merci Hervé et bravo, et certainement à l'année prochaine aux 100 km de Millau. Oui, c'est vrai. Denis, hier, le skipper héroltais Xavier Macaire est entré dans l'histoire de la voile, on peut le dire. Il n'a pas remporté, il a terminé 2e de la Generali Solo, mais ça lui a permis de remporter un titre. Oui, et grâce à cette 2e place, il devient surtout le premier skipper méditerranéen à remporter le championnat de France de course au large en solitaire, un titre réservé habituellement aux Bretons. Compte rendu Jérôme Gossin. De l'ombre à la lumière, c'est une première dans l'histoire du championnat de France de course au large en solitaire. Un Méditerranéen sur la plus haute marche du podium devant tous les marins bretons. À 34 ans, Xavier Macaire inscrit son nom sur la liste prestigieuse des champions de France en solitaire. Avant lui, Jean Le Cam, Michel Desjoyaux ou encore François Gabard avaient remporté ce titre. Xavier Macaire, navigateur talentueux aux qualités humaines qui font l'unanimité dans le circuit Figaro. Depuis 3 ans, le skipper héroltais s'entraîne sans relâche au centre d'entraînement méditerranéen à la Grande Motte. Et cette année, sa régularité a fait la différence. Avec notamment une 3e place à la légendaire solitaire du Figaro, il prend la 2e place de la Generali Solo qui s'est terminée ce week-end à Barcelone. Il finit en beauté et sans aucun vague à l'âme son partenariat avec le département de l'Hérault qui le soutenait depuis 3 ans. Aujourd'hui, Xavier Macaire se tourne vers de nouveaux horizons avec en ligne de mire le Vendée Globe 2020.
Xavier Macaire, spécialiste des bateaux Figaro, ce sont ces petits voiliers de 10 mètres. Eh bien, la semaine dernière, en baie d'Aigues-Mortes, il a croisé plusieurs fois un mastodonte des mers de 21 mètres, le double, un trimaran venu du sultanat d'Oman. Laurent Baumel et Bruno Pension-Voulon ont eu la chance d'embarquer dessus. Reportage. Cela fait 5 ans que Sidney Gavinier s'est embarqué dans l'aventure Oman Sail. Ce jour-là, Charlotte Consorti est venue rendre visite en voisine au skipper parisien. Détentrice du record du monde en kitesurf avec plus de 90 km/h, la résidente d'Aigues-Mortes ne semble pas plus impressionnée que ça par le trimaran de 21 mètres. Ça n'a vraiment rien à voir avec le kite au niveau réaction et même conduite. Je ne sais pas combien on est, je crois qu'on est à peine à 20 nœuds, même pas. Et on a l'impression d'aller très vite. C'est ça qui est marrant. Si Sidney Gavinier était enchanté de compter à bord une championne de cette envergure, cette étape dans la baie de la Grande Motte était surtout une belle opportunité de parler du projet Oman Sail. Car ce marin expérimenté, après avoir terminé 5e du dernier homme en solitaire, veut faire un tour du monde avec un équipage exclusivement omanais. Un défi qui, s'il est loin d'être gagné, l'enchante. Moi, l'idée, c'est que je m'en aille. Moi, je suis un pédagogue, je fais de la course. Mais j'ai un vrai rôle de pédagogue dans cette histoire. Et donc on forme les marins omanais, mais aussi dans les équipes techniques, on forme des techniciens. Il y a des gens qui sont dans les écoles de voile, comme il peut y avoir à Montpellier, à la Grande Motte, à Brest. Farhad est l'un de ces marins du sultanat d'Oman. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas le vertige à 30 mètres de haut. Embarqué au début de cette aventure, il a participé à des courses comme le Tour de l'Arabie en 2013. Devenir skipper professionnel est son ultime ambition. Mon rêve, c'est même de devenir meilleur que Sidney. Mon objectif, c'est vraiment de skipper des bateaux avec un équipage omanais. Et chaque fois que je rencontre de bons skippers, j'apprends d'eux. Et là, j'ai trouvé une bonne équipe à Oman. Un projet ambitieux sur un trimaran de 21,20 mètres, un mode 70, dont il ne reste que 5 exemplaires encore en activité dans le monde. Un bateau ultra rapide et exigeant. C'est une machine qui est très très puissante. Donc là, on ne se rend pas compte, mais et toute l'histoire sur ces bateaux, c'est toujours, même là, tranquillou, j'ai toujours une vigilance tout le temps, sauf quand je suis au ponton, parce qu'il faut tout anticiper. Surtout quand on croise le 60 pieds de Quito de Pavan, en pleine préparation de la Jacques Vabre. Salut Quito! Et là on croise Quito, c'est marrant? Bah c'est bien, hein, c'est ça, hein, la voile du large, même à Montpellier. Avec Oman Sail, le sultanat d'Oman renoue avec une tradition maritime vieille de 5000 ans et rêve de trouver un digne successeur à Simbad le marin. Enfin, une information tir à l'arc, Valérie. Pierre Plion, notre invité de la semaine dernière, est passé tout près de la Coupe d'Europe des clubs aujourd'hui près de Clermont-Ferrand. L'Arc Club de Nîmes en rouge a en effet perdu la finale franco-française face à l'équipe locale de Rion. Médaille d'argent donc pour les Nîmois qui avaient éliminé en demi-finale les tenants du titre, les Slovènes de Kapnik. C'est tout de même un beau résultat pour Plion, Aubert et Valadon, les 3 archers gardois. Merci Denis, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, l'édition spéciale de la rédaction nationale consacrée aux conséquences des graves inondations qui ont frappé nos voisins de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Restez avec nous, l'information continue sur France 3. Bonne soirée. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions. Dans Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon matin, ce lundi, nous irons sur les chemins.